Bonjour et avant de commencer, un grand merci aux membres de la chaîne qui de par leur contribution me permettent de pérenniser mon avenir sur YouTube. Vous pouvez vous aussi devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre, ce qui vous permettra de me soutenir en échange de la contrepartie de votre choix parmi celles proposées. Hello tout le monde, ici le Prof Marvel. Dans ma dernière vidéo, nous avons parlé de Nick Fury dans les comics et aujourd'hui nous parlerons de mes théories pour Ant-Man and the Wasp Quantumania. À moins d'une vingtaine de jours de la sortie du film, je pense que le moment est venu pour moi de vous délivrer mon lot de théories puisque les implications qu'aura le long métrage sur le MCU seront conséquentes. D'une part parce qu'après les prémices de son arrivée dans Loki, eh bien Kang fait enfin son entrée et de manière particulièrement fracassante. Et d'autre part car on est sur le troisième film de la franchise Ant-Man, certains arcs vont se conclure, mais d'anciens ennemis vont en même temps faire leur retour. La mort de Hank Pym. Si vous avez vu ma vidéo réaction et analyse au second trailer de Quantumania, vous savez que j'ai émis l'hypothèse selon laquelle Hank Pym pourrait passer l'arme à gauche. Et à vrai dire, bien que je sois particulièrement fan de cette idée et des implications qu'elle aura sur chacun des personnages qui l'accompagnent, je n'ai pas du tout envie de la voir se produire. J'aime Hank Pym. Alors, c'est sûrement l'acteur qui l'incarne qui participe à ce ressenti, mais en vérité, je regrette de ne pas avoir eu ce personnage en tant que véritable Ant-Man, parce que, spoiler alerte, Scott Lang n'a jamais été le premier Ant-Man, du moins pas dans les comics, et à mon sens, Hank Pym avait de bien meilleures histoires à exploiter, mais aussi de bien pires vices à dénoncer. Mais je ne vais pas m'étendre, on est là pour théoriser, alors pourquoi Hank Pym devrait mourir? Eh bien, dans un premier temps, c'est parce que depuis le début du MCU, bien qu'il soit du côté lumineux de la force, chaque antagoniste ou personnage ayant fricoté avec le côté obscur avait quelque chose à dénoncer chez Hank Pym. Darren Cross mettait en lumière la personne que Hank était quand il était jeune, tandis que Bill Foster, lui, mettait en avant l'impulsivité, l'impatience, l'ego et l'entêtement de l'homme. Les antagonistes sont donc surtout et avant tout des antagonistes liés à Hank plutôt qu'à Scott. Un autre argument qui me fait penser qu'on aurait dû avoir un jeune Hank Pym en tant qu'Ant-Man plutôt que de survoler sa carrière au travers de quelques lignes de dialogue et autres flashbacks bien trop courts pour pouvoir vraiment les savourer. Cependant, aucun méchant ici n'est vraiment lié à Pym, sauf peut-être bien notre ami MODOK. Attention, spoiler alerte, si vous ne l'aviez pas encore compris, MODOK est un personnage déjà apparu clairement dans la franchise Ant-Man. Il ne s'agit ni plus ni moins que de Darren Cross, alias Yellow Jacket, qu'on aurait pu croire totalement mort vu la fin atroce qu'il semblait subir, mais bah du coup non, il a subi un sort bien pire que ça, regardez-moi cette tête. Bref, dans un second temps donc, autant vous dire que j'imagine MODOK particulièrement remonté contre Scott, mais encore et toujours plus contre Pym. Dans le premier opus, c'est parce que Hank Pym a freiné Darren dans sa fougue et son ambition que ce dernier s'est mis en tête de recréer la formule Pym et de fabriquer le Yellow Jacket en s'inspirant de la légende d'Ant-Man qui combattait pour le Shield durant la guerre froide, donc de la légende de Pym avant tout. On pourrait même se demander si, au final, le sort que subit Darren à la fin de son combat contre Scott ne serait pas de la faute de Hank. Je vois mal Darren faire une fixette totale sur Scott. Sa bête noire a toujours été Hank, et après tout ce temps passé dans le monde quantique, eh bien le gars aura eu largement le loisir de cultiver sa haine, et on le sait tous, la haine est un des nombreux facteurs qui mènent au côté obscur. Oui, j'aime beaucoup Star Wars au cas où c'était pas assez subtil pour vous. Nous avons un mobile, un tueur, il ne nous manque alors plus que l'arme du crime et on aura gagné cette partie de Cluedo. Eh bien, l'arme pour moi ne serait autre que Kang le Conquérant lui-même. Alors je vois certains déjà bondir de leur siège, car si Kang semble être le prochain grand méchant du MCU, alors ça paraît impensable qu'il se fasse manipuler, pas vrai? Eh bien je répondrai que ceux qui prétendent ça n'ont jamais vu Naruto, et qu'ils le devraient. Oui,
Kang est le grand méchant, mais hormis l'idée que Fatalis puisse au final être le grand méchant qui fera son apparition dans Avengers Secret Wars et qui pourrait être celui qui ait manipulé tous les événements depuis le début, on le voit très bien dans les trailers, Kang est loin d'être au stade final de sa puissance. On voit qu'il en bave face à Scott et qu'il a même besoin de lui pour atteindre son dessein quel qu'il soit. Et en plus, si on rajoute à ça la théorie populaire selon laquelle le Kang d'Ant-Man ne serait pas celui qui a pris le contrôle du TVA à la fin de la saison 1 de Loki, mais un autre variant qui poursuit son propre but, alors on peut penser que MODOK profitera de la relative puissance du conquérant pour mieux en finir avec Scott, mais surtout avec Hank Pym. Mais alors, comment Hank Pym pourrait être amené à mourir? Et pourquoi lui spécifiquement? Eh bien parce que Hank Pym est pour moi arrivé au bout de ses arcs narratifs. Celui-ci s'en voulait d'être responsable de la disparition de Janet dans le premier opus, ce qui expliquait sa relation tendue avec Hope, avant de s'allier avec elle dans le second opus pour tenter de retrouver sa femme, objectif qui sera accompli. Les relations sont donc rétablies et la famille est réunie. Mais... et ensuite, en substance, le personnage n'a plus grand chose à raconter, sans compter qu'il est plutôt vieux et qu'il connaît bien moins le monde quantique que ne le connaît Janet. Il aura donc pour moi un rôle bien moindre que dans les deux précédents volets, et je ne vois pas du tout Marvel Studios mettre un tel personnage de côté, surtout quand il a eu un rôle dans les deux opus précédents. On pourra ajouter aussi le fait que dans les deux trailers sortis au moment où je tourne cette vidéo, eh bien Hank Pym est totalement en retrait. C'est même un des seuls personnages qui ne parle pas et qui ne semble pas avoir de rôle prédéfini. Janet sera une sorte de guide dans le monde quantique, Scott et Cassie seront au cœur du conflit avec Kang, et même Hope est plus mise en avant que lui alors qu'elle ne parle pas non plus. Dans tous les cas, ceux qui pensent que Scott se sacrifiera à la fin sont pour moi sur une fausse piste. Le second trailer le met tellement en évidence que ça me paraît bien trop grotesque. Et voilà justement comment cela pourrait arriver, car il semble tout de même assez évident que Scott est prêt à se sacrifier, mais j'aime à penser que Hank prendra sa place au dernier moment. Je pense que Hank pourrait pour la première fois ressentir un véritable attachement pour Scott, car ce dernier essaye de protéger, ou du moins de sauver sa relation avec sa fille, un combat que le vieil homme a lui-même mené dans sa vie. Et sachant que Scott est bien plus jeune, cela pourrait être une belle manière de faire mourir Hank. C'est presque comme s'il s'agissait d'un héritage d'un père à un autre, car Pym sait que Scott est et restera un bon père pour Cassie, mais aussi un bon partenaire pour Hope. Sachant que sa famille sera en sécurité avec Scott, Hank n'aurait alors pas froid aux yeux à l'idée de se sacrifier et de permettre à Ant-Man et la Guêpe de combattre Kang, car leur aide sera essentielle pour vaincre ce dernier, à l'image d'Avengers Endgame où le rôle de Scott a été déterminant pour vaincre Thanos. MODOK et l'Intelligentsia. Si vous pensiez que la première théorie frappait fort avec la mort de Hank, eh bien sachez que je vais élever le niveau de conséquence pour le MCU pour cette seconde théorie. Comme expliqué précédemment, vous savez donc maintenant que MODOK n'est nul autre que Darren Cross, anciennement Yellow Jacket, et jusqu'ici, eh bien il est difficile de deviner son rôle. On comprend via le second trailer qu'il sera clairement du côté de Kang, puisqu'il accompagne ce dernier alors que Scott et Cassie sont capturés et sont amenés devant ce qui semble être le Nexus du royaume quantique. Attention alors, un certain leaker du nom de Daniel RPK semble avoir révélé beaucoup de choses sur ce qu'il se passera du film, et même si les leaks sont en général à prendre avec des pincettes, je préfère vous inviter à vous rendre à ce timecode si vous ne voulez rien savoir, car les informations de Daniel RPK se sont très souvent révélées véridiques, et si vous en doutez, sachez qu'il est l'un des premiers à avoir révélé que MODOK ne serait nul autre que Darren, et l'information s'est vérifiée avec le second trailer, donc potentiel spoiler. Les leaks que nous offre RPK indiquent à propos de MODOK que celui-ci sera un organisme mécanisé conçu uniquement pour tuer, à l'image de son acronyme dans les comics. Il y aura un running gag sur le fait qu'on l'appelle Darren, chose qu'il aura en horreur, et celui-ci se battra à 3 reprises. Une première fois contre Scott et un de ses doubles que l'on a pu voir dans le second trailer, et une seconde fois contre Cassie qui adoptera comme son père une forme géante à un instant T du film,
combat pendant lequel elle tentera de faire changer MODOK de camp. Et force est de constater qu'elle réussira, puisque dans le troisième combat, MODOK aidera le peuple du Royaume Quantique ainsi que la Ant-Man Family dans leur lutte contre Kang. Ce dernier devrait d'ailleurs mortellement blesser MODOK, et celui-ci devrait rendre son souffle en disant que Cassie avait raison, posant un de ses petits bras sur la joue de Scott et disant qu'il meurt en Avenger, une parole que Scott confirmera en disant qu'il a fait du bon travail. Cependant, on apprendrait un peu plus tard que cette mort n'était pas réelle et que MODOK aurait habilement manipulé la Ant-Man Family et Kang depuis le début en orchestrant une fausse mort pour parvenir à s'échapper du monde quantique. Ici, je vais donc un peu tricher vu que les leaks nous racontent le rôle que tiendra MODOK dans ses grandes lignes et ne parler que du après, car MODOK est un vilain assez connu de l'univers Marvel, et même si ici Marvel Studios a décidé de le fusionner avec un autre super vilain, il n'en reste pas moins que les ambitions de Darren ont toujours été bien au-delà de Hank, voulant vendre sa technologie à des organisations terroristes mondiales telles que Hydra ou les 10 Anneaux. Mais alors, quel pourrait être le rôle de MODOK après Quantumania, et jusqu'à quel point celui-ci pourrait-il venir titiller nos héros préférés? Eh bien, sachez que le MCU a déjà commencé à nous donner des éléments de réponse, notamment via la série mal aimée She-Hulk. En effet, dans cette série, nous voyons un nouveau groupuscule apparaître, l'Intelligentsia, qui a pour tâche de détruire la réputation de Jennifer Walters et carrément de récolter son sang, un sang qui, je le rappelle, a été irradié de rayons gamma via Banner. Le truc, c'est que même si c'est le personnage de Todd Phelps qui semble avoir créé le groupe et en être le dirigeant, on ne peut s'empêcher de se demander s'il n'y avait pas quelqu'un d'autre derrière lui, quelqu'un qui en aurait après le sang modifié des Hulk et qui pourrait avoir un passif avec Banner en personne. Il existe bel et bien un personnage dans le MCU qui pourrait correspondre à cette description, un certain Samuel Stearns, qui a tenté de contribuer à la guérison de Bruce dans l'incroyable Hulk, une tentative qui a tourné à la catastrophe et qui l'a laissé dans un état plus qu'inquiétant, son crâne doublant de volume et un sourire malaisant se dessinant sur son visage. Difficile de ne pas imaginer ce lien réel quand on sait que l'expérimentation qui a transformé Banner en Hulk est dérivée de l'expérimentation d'Abraham Erskine pour transformer Steven Rogers en super soldat, et quand on sait que cette thématique de sérum de super soldat sera très sûrement abordée dans Captain America The New World Order, un film où Samuel Stearns, aka le leader, sera l'antagoniste. Et pour ceux qui trouvent ça trop gros, eh bien sachez que dans les comics, le leader est membre de l'Intelligentsia. Et devinez qui d'autre en fait partie? Notre ami MODOK. L'arrivée de l'organisation dans She-Hulk ainsi que le retour des deux super vilains dans le même temps ne sont donc pour moi pas des coïncidences, surtout quand on sait que le groupe a eu une première formation avant que les deux vilains ne se retrouvent pour refonder l'équipe dans les comics et qu'ils y intègrent d'anciens membres comme de nouveaux, parmi lesquels on retrouve un certain Red Hulk qui lui devrait faire sa première apparition dans Thunderbolts, un film qui suit directement à Captain America New World Order dans les dates des sorties. Tout semble s'emboîter parfaitement. Maintenant, difficile de savoir et d'imaginer le rôle que pourrait avoir MODOK dans tout ça, mais il sera peut-être utile de rappeler que le personnage est très fort lorsqu'il s'agit d'étudier et d'élaborer toutes sortes de scénarios tactiques et stratégiques, puisque les mutations qu'il a subies font de lui une sorte de super ordinateur vivant. Il sera donc un allié de poids pour l'Intelligentsia et pour Kang lorsque nous le découvrirons dans Ant-Man and the Wasp Quantumania. Il faut enfin savoir que l'Intelligentsia regroupe certains des super vilains les plus intelligents de l'univers Marvel. Le grand Victor Von Fatalis a même été membre, et quand on sait que celui-ci est un potentiel candidat pour être le vilain ultime du MCU dans Avengers Secret Wars, un film qui s'inspirera de l'arc Secret Wars de 2015 dans lequel Fatalis devient justement un dieu, on comprend alors qu'Ant-Man and the Wasp Quantumania cache bien son jeu et que la menace que représente Kang n'est pas la seule que le film a introduit pour le futur du MCU. Kang est le nexus des réalités.
Et voilà la théorie la plus simple et en même temps la plus complexe à aborder, puisqu'avec tout ce que mes confrères vidéastes ont pu déjà analyser et remarquer dans les trailers, il est difficile de se créer sa propre interprétation. Les éléments qui reviennent pour chacun, c'est que Kang semble prisonnier du monde quantique et que celui-ci s'allie à Scott pour pousser ce dernier à récupérer quelque chose et ou à aller quelque part, en échange de quoi il permettra au héros de récupérer le temps perdu avec Cassie, puisque Janet Van Dyne le dit elle-même, Kang est capable de disloquer les flux temporels et donc de réécrire l'existence. La question que je me pose alors, c'est depuis quand Kang est coincé dans le monde quantique ? En effet, on comprenait dans la saison 1 de Loki que celui qui demeure était la seule variation de Kang encore en vie et que sans lui et le bon maintien du TVA, d'autres variations arriveraient et causeraient un chaos à un point tel d'en déclencher une guerre multiverselle. Celui qui demeure le dit d'ailleurs lui-même, la seule chose dont il a le plus peur, c'est lui-même. Mais alors, une fois que Sylvie tue celui qui demeure, on ne sait pas ce qu'il advient d'elle, et on voit qu'en effet, un variant de celui qui demeure a pris le contrôle du TVA en remplaçant les statues des gardiens du temps par une statue à sa propre effigie. On sait qu'il y aura une saison 2 de Loki, et on sait que Sylvie sera de retour. On peut donc éliminer la possibilité selon laquelle Kang aurait pu la tuer. Pour moi, elle a juste fui, tandis que Loki se fera appréhender par le nouveau personnel du TVA. Certains théorisent alors que le Kang qui a pris le contrôle du TVA ne serait pas le même Kang que celui que nous voyons dans Ant-Man and the Wasp Quantumania, et c'est une théorie possible. Après tout, si un nombre infini de variantes du personnage peut débarquer, rien n'empêche cela. Cependant, j'ai du mal à y croire. Pour la simple et bonne raison que Kang le Conquérant, et je parle bien de celui qui sera au-dessus de tout, le grand prochain vilain du MCU, et celui que nous attendons le plus, ne laissera jamais d'autres variations de lui-même lui faire défaut. C'est littéralement ce qu'avait fait celui qui demeure, en militarisant Alioth et en éliminant tous ses variants avant d'isoler le flux temporel de la réalité du MCU et d'en couper les branches naissantes grâce au TVA. Pour moi, Kang fera exactement comme Nathaniel, mais le but final sera inversé. Là où celui qui demeure cherchait à préserver la paix pour éviter une guerre multiverselle, Kang pourrait selon moi éliminer ses variants pour qu'on ne le gêne pas dans sa quête de conquérant et que son règne soit total et absolu. Sylvie accusait Loki de vouloir posséder le trône lorsque celui qui demeure leur avait révélé la vérité, eh bien force est de constater qu'elle s'est trompée et qu'elle est simplement aveuglée par sa quête de vengeance. Pour moi, Kang le Conquérant a tout intérêt à être celui qui prend le contrôle du TVA, car s'il le fait, il peut accéder à toutes les branches du flux temporel et éliminer ses variations, et je suis intimement persuadé que c'est ce vers quoi le MCU se dirige, sinon Janet Van Dyne n'aurait pas expliqué qu'il était capable de disloquer les flux temporels. Et puis rappelez-vous qu'à la fin de la saison 1 de Loki, B15, qu'on retrouve à côté de Mobius, ne comprend pas pourquoi le flux temporel doit se disloquer, et même si elle ne connaît pas la vérité, nous, en tant que spectateurs, on peut s'interroger et se demander l'intérêt de Kang à laisser des variations de lui-même naître, si justement il craint ses autres versions. Pourquoi ne pas faire comme celui qui demeure tout simplement? Eh bien, voilà comment j'imagine les choses. Une fois que celui qui demeure est tué, Kang le Conquérant débarque et prend le contrôle du TVA, puis laisse pour mot d'ordre de laisser l'éternel flux temporel se disloquer, créant des variants multiples de sa personne. Mais avoir le contrôle de l'éternel flux temporel et de ses potentielles branches ne lui suffirait pas. Il est un conquérant, il lui faut plus encore. Il viserait alors un objectif encore plus grand, toutes les réalités du multivers. Donc on imagine par exemple la réalité des X-Men de la Fox, celle des Spider-Man d'Andrew Garfield et de Tobey Maguire, etc. Mais comment conquérir le multivers et comment voyager à travers ce dernier? Il lui faudrait un savoir et une technologie hors du commun pour réussir un tel exploit. Et c'est justement pour ça qu'il est intéressant de laisser d'autres variations de lui-même naître. Comme l'explique celui qui demeure à la fin de Loki, celui-ci pourrait alors, à l'image du premier Nathaniel Richards, s'enrichir du savoir et des compétences des autres Kang pour améliorer ce qu'il sait et ce qu'il possède déjà et créer une machine ou carrément un vaisseau
qui lui permettrait de voyager dans le multivers et donc de mettre en marche sa conquête. Une fois le savoir nécessaire acquis, il éliminerait ensuite ses autres variants grâce au TVA et pourrait même totalement en garder quelques-uns sous le coude pour les asservir et renforcer sa domination, lui permettant d'avoir des avis extérieurs ou bien encore d'avoir des plans de secours si jamais celui-ci était amené à mourir. Celui qui demeure insistait sur le fait qu'au départ, Kang et ses variants s'entendaient très bien et se complaisaient même dans leur propre génie. L'idée donc ne me paraît pas saugrenue. Certains me diront alors, pourquoi imaginer spécifiquement un vaisseau pour voyager dans le multivers ? Eh bien simplement parce que dans les comics, Kang possède un vaisseau qui est capable de voyager dans le temps. J'imagine donc que dans le MCU, il pourrait construire un vaisseau de ce style, mais qui lui permettrait carrément de voyager dans le multivers. Cependant, pour alimenter un tel vaisseau, il lui faudrait alors accéder à une source d'énergie extrêmement puissante, une énergie quantique. Il se rendrait alors dans le monde quantique et trouverait le point central de ce dernier, la source d'énergie parfaite pour achever sa création. Cependant, et on l'a vu via le second trailer, aller dans cet endroit, c'est prendre le risque de se démultiplier. C'est ce que subit Scott Lang, et si Kang a peur de lui-même comme celui qui demeure, alors il ne peut pas prendre le risque d'y aller, au risque de se couper lui-même l'herbe sous le pied. Mais heureusement, il rencontrerait alors Janet Van Dyne, coincée dans le monde quantique à ce moment-là, et lui promettrait la même chose qu'à Scott, un moyen de rattraper le temps perdu avec sa fille Hope. Et oui, car de nouveau, si vous vous rappelez du trailer, on voit très bien que Janet connaît Kang, ainsi que le danger qu'il représente. Elle dit même à Cassie d'éteindre la machine en voyant un signal dans le monde quantique, sûrement parce qu'elle sait que cela serait une ouverture pour le conquérant. Au moment où elle était coincée dans le monde quantique, Janet aurait alors découvert d'une manière ou d'une autre l'entourloupe et aurait décidé de se retourner contre Kang, et elle aurait alors fui et erré dans le monde quantique jusqu'à ce que Hank Pym ne la ramène dans le monde réel. Se retrouvant alors sans alliés, Kang aurait rencontré les peuples du monde quantique et les aurait ralliés à sa cause, sauvant au passage Darren Cross et faisant de lui MODOK, lui permettant alors de bâtir Chronopolis, la cité que nous voyons dans le trailer, ainsi qu'une armée, le début de sa dynastie. Puis lorsqu'il aurait reçu le signal de Cassie, il aurait réussi à aspirer la Ant-Man Family dans le monde quantique, à la séparer en deux et à manipuler Scott comme il l'a fait avec Janet, le tout dans l'objectif d'obtenir la source d'énergie dans le Nexus qui lui permettrait de mettre en marche son vaisseau et donc d'emporter sa dynastie avec lui pour conquérir le multivers. Et là où tout le monde pense alors que le Kang de Quantumania est peut-être un autre variant et qu'il ne s'agit pas du même Kang qui a pris le contrôle du TVA, je reste personnellement persuadé qu'il s'agit bien du même personnage et qu'il parviendra au contraire à vaincre la Ant-Man Family sans tuer Scott, mais provoquant au moins la mort de Hank Pym, comme expliqué dans ma première théorie. Et voilà la fin de ma théorie. J'espère ne pas vous avoir fait trop mal au crâne. Moi pour ma part, j'ai beaucoup aimé articuler tous les éléments qu'on a à notre disposition pour essayer de vous proposer une bonne histoire. Maintenant, reste à savoir si Marvel Studios ira dans ce sens ou non. Je rappelle qu'il ne s'agit que de théories et que je peux totalement me planter. Et la vidéo est à présent terminée, je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si ça vous a plu, alors abonnez-vous, activez la cloche et lâchez le petit pouce bleu des familles qui fait plaisir. Vous pouvez également me soutenir en me rejoignant sur Instagram où je suis très actif, ou passer par Utip ou l'offre membre de la chaîne en cliquant sur le bouton rejoindre. Et puis quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!